Bonjour professeur Raoult. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Marseille. Vous publiez ces carnets de guerre Covid-19 aux éditions Michel Lafon. On va y revenir dans un instant. Ma première question, comme toujours, c'est où est-ce qu'on en est de l'épidémie? Vous l'observez ici depuis l'IHU de Marseille. Est-ce qu'elle progresse? Est-ce qu'elle stagne? Quelles sont vos données? Pour l'instant, ici à Marseille même, elle présente des fluctuations un peu imprévisible. Donc en ce moment, elle était plutôt sur une pente un peu descendante, mais c'est pas du tout l'épidémie qu'on a eue en mars-avril, qui était une épidémie très traditionnelle en cloche. Là, ça ressemble plus à une succession de petites épidémies liées à des variants différents, donc qui ont des histoires différentes. Donc on n'arrive pas à faire une courbe avec ça. Mais avec un plateau quand même très haut, parce que les services de réanimation de la ville sont saturés, quasiment 95% de taux d'occupation, ce qui est énorme. Oui, je ne sais pas s'ils ont des taux d'occupation aussi importants que ça. Moi, ce n'est pas les chiffres que j'ai au quotidien, mais il y a du monde en réanimation, incontestablement. Oui, il reste. Alors, la proportion de gens en réanimation par rapport au nombre de gens hospitalisés est plus faible. Mais oui, il reste du travail et la maladie n'a pas disparu. Et alors, toutes les victimes ont à peu près le même profil? C'est des personnes de plus de 75 ans avec des comorbidités? Les morts, oui, chez nous, l'âge, la mortalité dans l'IHU, c'est 81 ans. On a fait un travail ici avec les gens de santé publique qui ont fait ça indépendamment de nous, en tenant compte, il y a des scores qui permettent d'évaluer l'espérance de vie virtuelle. Alors, tout ça est virtuel, mais et donc la perte d'espérance de vie des gens qui sont décédés était en moyenne de 3 ans, ou 3 ans et 3 mois. Et puis en plus, quand on regarde au niveau national, où là maintenant on a des chiffres, vous savez que moi je ne suis pas très émotif, je suis plus intéressé par les données réelles, observables, qui sont mon métier, que les grands cris, les grands désespoirs, c'est pas ma nature. Mais vous voyez, je l'ai refaite pour vous, celle-là, vous voyez, ça c'est le pourcentage de morts par année, mais cette fois-là en fonction de l'âge. Et donc, si vous mettez les moins de 75 ans, si vous mettez les moins de 65 ans, il y en a moins en 2020 qu'en 2019. Si vous mettez les moins de 75 ans, vous voyez, il y a un peu plus, parce qu'entre 65 et 75 ans, on a quelques morts. Et puis, bien entendu, les plus de 75 ans, il y a une surmortalité. Donc, ça, c'est plat depuis des années, quand même. Donc, est-ce que ça justifie, en plus avec une prise en charge qui n'a quand même pas été optimale, est-ce que ça justifiait un désastre de cette nature-là? C'est une question qui sera posée aux gens qui nous suivront. Le désastre, c'est quoi le désastre? La gestion de l'épidémie par la peur, comme vous le dites depuis le début? Ah oui. Et puis effectivement, peut-être que c'est pas mauvais les crises amènent souvent à avoir des changements qui auraient été impossibles en temps de calme. Peut-être que cette crise permettra de changer les choses, mais on voit bien dedans ce que moi je voyais depuis quelques années, c'est-à-dire le dynamisme des pays reflète la qualité de gestion de cette crise, elle reflète la performance économique, elle reflète l'investissement dans les outils nouveaux, tandis que chez nous, il y a une espèce de fanatisme scientifique moléculaire, si vous voulez, qui a empêché de regarder la réalité et qui n'est pas de la science, c'est du fanatisme moléculaire de dire qu'on va faire des choses à la molécule près, alors qu'on n'a jamais fait comme ça. Donc c'est vraiment un tournant intéressant dans notre histoire et qui montre que la Chine, elle est en pleine croissance, et tous les pays qui sont hauts sont en pleine croissance. Donc ça veut dire, et ils ont beaucoup moins de morts que nous. Donc tout ça veut dire quelque chose. Là, si vous regardez les morts par million d'habitants, ça c'est l'Asie. Oui, ils sont beaucoup plus bas. Alors nos téléspectateurs ne voient pas les courbes que vous nous montrez, mais effectivement c'est assez flagrant. On a pourtant un taux de reproduction du virus qui est passé, selon l'application Covid Tracker, en dessous de 1. Ça veut dire que l'épidémie ne progresse plus dans notre pays, alors qu'il y a cette immense inquiétude autour des variants? C'est possible. Actuellement, c'est très difficile. On n'a pas l'impression qu'elle progresse beaucoup sur l'ensemble du pays. Mais en termes d'épidémie, la France n'est pas un pays non plus. C'est l'idée que
C'est-à-dire qu'il n'y a pas une unicité sur tout le territoire, c'est ça? Non, bien vu. L'Est et l'Ouest n'ont pas eu du tout la même chose. Dans l'Ouest, il y en a eu très très peu, il y en a eu énormément dans l'Est. Donc non, les frontières politiques ne délimitent pas les épidémies, hein, donc c'est pas comme ça que ça se passe. Donc si vous faites, c'est ce que j'appelle faire la différence entre la soupe de poisson et la bouillabaisse, là ce qu'on fait c'est la soupe de poisson, on mélange tous les poissons, et à la fin c'est tout pareil. Mais en réalité dans la bouillabaisse, les poissons restent entiers, même s'ils ont une teinture commune qui est notre langue. Donc si je traduis, ça veut dire qu'il faut des mesures différenciées en fonction des territoires et du niveau de l'épidémie dans chaque territoire. Et peut-être des mesures politiques adaptées, c'est-à-dire que dans une zone où il n'y en a plus, il faut soit la préserver ou au moins laisser les gens vivre là où ils sont. Vous voyez, et en particulier, j'ai dit plusieurs fois, nous les pompiers nous ont beaucoup aidé à réfléchir à ça parce ils arrivent à détecter les quartiers dans lesquels il y a le plus de cas. Grâce aux eaux usées. Grâce aux eaux usées. D'accord. Et la Moselle, par exemple, c'est un exemple où il y a une grosse inquiétude sur le variant. Pas de nouvelles mesures de confinement, mais une attention accrue, c'est comme ça qu'il faut procéder? Si vous me demandez d'expliquer les peurs, alors c'est moi qui suis le moins bien placé. C'est le niveau du variant qui conditionne les mesures de restriction. Nous, ce qu'on voit, on observe. La différence, comme vous avez pu remarquer, on s'est rendu compte 3 mois avant les autres qu'il y avait des variants. Bon, donc on n'est pas très surpris. Nous, on a eu 4 variants sur lesquels on a pu vraiment avoir une approche scientifique, c'est-à-dire voir s'ils étaient contagieux, s'ils tuaient plus, s'ils présentaient des manifestations cliniques différentes. Voilà, celui qu'on voit maintenant, l'anglais, on n'a pas assez de données pour le sud-africain. On a des sud-africains, parce qu'il y a pas mal de Comoriens qui sont revenus avec le sud-africain. Celui de l'anglais, je n'ai pas l'impression, chez nous en tout cas, qu'il soit plus contagieux, il n'est pas plus dangereux, il a quelque chose qui est différent. Il y a beaucoup moins, significativement, moins d'anosmie, c'est-à-dire de perte de l'odorat avec l'anglais que ce que l'on avait eu avec les 3 précédents. Le deuxième qu'on a eu, lui, alors il était banal et bénin, et pas du tout épidémique, puisqu'il n'est pas sorti de la région, il venait d'Afrique, et il n'est pas du tout sorti de la région. La chaleur, je ne sais pas ce qui se passe. C'est très difficile à comprendre, les épidémies. Donc chaque épidémie a des spécificités qu'on arrive à analyser que quand l'épidémie est finie. Jusque-là, il n'y a que les sorciers. Vous savez l'opinion que j'ai sur les sorciers et les faux prophètes. Hein. Je n'y crois pas. Donc là, on est encore dans une autre épidémie. En fait, vous dites qu'on est dans une deuxième épidémie due au variant. Là, on est un mélange. Non, parce qu'il y a encore en France et ici 80% de ce que nous on appelle le Marseille 4, là, qui est un variant qui est apparu en août. Voilà. On a eu celui de juillet-août, qui était le 1, là, qui a disparu fin août, et puis celui-là est apparu en août, et c'est encore le plus fréquent de tous. Est-ce qu'on observe des cas de réinfection de malades avec ces nouveaux variants? Oui. Et donc c'est potentiellement plus dangereux? On a une cinquantaine, nous, de cas de gens qui ont eu deux épisodes d'infection avec 2 virus différents. Puisque à des dates rapprochées? Quelques mois? Ça va. C'est-à-dire qu'on avait, pour les repérer, on s'était mis 3 mois pour être sûr que ce n'était pas des rechutes. Ouais, donc, quelqu'un qui a fait un cas, qui est devenu négatif, et 3 mois après, on le retrouve positif. On a défini ça au départ comme une réinfection, puis ensuite, on a vu que le virus, c'est pas le même. Et puis, encore une fois, si vous me croyez, ce que j'espère, parce que pendant longtemps, les gens ne le croyaient pas, ce que nous vivons maintenant n'est pas un rebond. C'est une histoire idiote, cette histoire de rebond. C'est une autre épidémie. Donc, tous les nouveaux cas que nous avons actuellement sont dus à des virus qui sont différents des virus qu'on avait en mars-avril. Donc, c'est pas des rechutes, c'est d'autres. C'est que l'immunité procurée par la première épidémie, chez un certain nombre de personnes, n'est pas suffisante pour protéger contre des virus qui sont proches mais un peu différents. C'est pour ça que vous aviez dit à l'époque que l'épidémie était en train de disparaître, parce que vous pensiez à cette première épidémie. Elle a disparu d'ailleurs. Et la deuxième, est-ce qu'elle va disparaître? Elle va s'éteindre de la même façon? Vous je vous demandez la prédiction, je sens que vous n'allez pas vouloir le faire. Je ne le fais pas. Mais en tout cas, chez nous, on suit de près, très très près, puisque on était, je crois, les premiers à faire systématiquement du génotypage et de faire beaucoup de génomes. Ce pays avait un retard considérable. C'est-à-dire bien examiner le virus pour voilà, c'est-à-dire regarder ce que vous appelleriez l'ADN, qui est de l'ARN chez ces virus. De regarder précisément, et bien entendu, ces virus changent tout le temps. Il n'y a pas de virus qui ne mute pas, ça mute tout le temps.
Mais de temps en temps, ces mutations sont significatives. Et quand elles sont significatives, maintenant, on les appelle des variants. Donc, ce n'est pas juste du bruit de fond, d'un petit changement. Et quand ces mutations sont d'autant plus dangereuses quand elles se situent sur la protéine qui est devenue la protéine cible des vaccins, qui s'appelle la protéine spike. Et donc, il y a la réaction vaccinale, la réaction des anticorps est dirigée, alors vaccinale exclusivement, parce que beaucoup de vaccins sont faits exclusivement avec cette protéine et pas avec tout le virus. Et bien donc, si vous avez une mutation là-dessus, le virus peut très bien échapper aux anticorps qui ont été générés par le vaccin, parce que votre vaccin a été trop étroit comme cible. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ces variants apparaissent? Est-ce qu'il y a des facteurs qui rendent l'apparition de ces variants plus facile? Est-ce que c'est la cinétique normale d'une épidémie que le virus mute ainsi? Vous savez, les virus, comme le reste, moi j'ai l'occasion de le dire, je suis un écologiste au sens propre du mot. C'est-à-dire que les virus font partie d'un écosystème. Dans cet écosystème, vous êtes plus ou moins variable en fonction des conditions extérieures. Et là, il y a une condition qui émerge très précisément, c'est que le médicament qui a fait la folie et qui a fait un désastre dans la prise en charge des pays les plus riches, qui est le médicament de Gilead, le remdesivir, est un agent mutagène. C'est-à-dire qu'il provoque les mutations du virus. Il provoque les mutations. Et on le sait depuis 3 ans. Avant même que le Covid-19, on savait que c'était un agent mutagène chez les virus. C'était vrai chez Ebola et ça avait été démontré chez les autres coronavirus. Parce que ça remplace une des bases de l'ARN. D'accord ? Et donc, c'est très facile de faire ça. Et donc, chez les gens normaux, ce virus, normalement, disparaît. Chez les gens qui n'ont pas de défense immunitaire, ce virus persiste. Et donc là, vous êtes dans une situation un peu comme celle du sida. Et si vous rajoutez un agent mutagène là-dessus, eh bien, le virus mute. Et il mute, on a maintenant, au moins dans la littérature, 4 virus qui ont muté sous remdesivir, qui ont la mutation qui nous inquiète beaucoup chez le variant anglais, sud-africain et brésilien, qui est la 501. De là à penser que ces mutations ont été induites par ce médicament, il n'y a qu'un pas. Et la deuxième source, c'est que les virus mutent d'autant plus, le taux de mutation est lié au nombre de fois où le virus s'est multiplié. Et donc, si vous avez une épidémie parallèle à l'épidémie humaine, encore plus violente, la capacité de mutation du virus est d'autant plus augmentée. Or, c'est ce qui s'est passé avec les visons. C'est-à-dire que les visons. La population de visons, par exemple au Danemark, il y avait plus de visons que d'humains. Donc quand ça s'est répandu dans cette... Et le vison, on le sait, est extrêmement sensible, puisque le cousin germain du vison, qui est le furet, c'est le modèle expérimental de ces infections. Donc c'est transmissible par aérosol, même quand ils sont dans des cages différentes. Donc il y a eu des épidémies monstrueuses chez les visons, chez les gens qui les ont analysés, si vous voulez, qui ont donné des virus différents, transmissibles à l'homme, et les hommes ont pu se le transmettre entre eux. Donc on a créé un nouveau virus chez les visons, d'accord, qui maintenant se transmet chez l'homme. Mais alors, quand on prend l'Afrique du Sud ou le Brésil, on ne peut pas dire que ce soit des médicaments qui soient sous remdesivir. Il y a d'autres facteurs, effectivement, pour la mutation de ces virus. Si l'Afrique du Sud, à la différence de toute l'Afrique, est très européanisée, et elle a traité les gens avec du remdesivir pareil, et le Brésil, dans les choses qui ont été utilisées au Brésil, il y a tout qui a été utilisé, y compris le remdesivir. Est-ce qu'en France, on a progressé dans le séquençage de ce virus? Est-ce qu'on arrive mieux à faire d'un test positif, dire ça c'est le variant anglais, le variant sud-africain? J'espère qu'effectivement... là, les choses sont en train de se mettre en place. C'est que c'est un sujet qui a été pris par le président de la République lui-même, qui a vu que quand même on était complètement ridicule, puisque on séquençait moins que l'Afrique quand même. Hein. Donc on était arrivé à un niveau là visible, si vous voulez, d'incompétence scientifique que moi je trouve depuis le début. Hein. On a ceux qui ont fait les tests les plus tard. On ne fait pas de génome. Les gens avaient des commentaires sur la télévision sur les génomes sans même savoir ce que c'est. Quand je disais quelque chose, les gens disaient moi ça fait mon premier génome, je l'ai fait en 2000. Vous savez, donc je sais analyser un génome. Quand je dis quelque chose, c'est parce que je l'ai vu, j'ai pas de fantasme. Donc c'est assez frappant de voir comment des gens qui ne savent absolument pas de quoi ils parlent, si vous voulez, d'un coup sont devenus les haut-parleurs du pays. Et donc il a fallu 3 mois
parce que les gens ont vu qu'il y avait des variants en Angleterre pour se dire, mais enfin, vous savez, on vous dit qu'il y a des variants depuis 3 mois quand même. Hein. Donc, et puis, le fait d'admettre qu'il y avait des variants, ça veut dire qu'il fallait changer de théorie, que le rebond n'existait pas, mais ce qui existait, c'est des épidémies successives. Vous voyez, d'ailleurs, il y a des pays, il y aura une analyse à faire de savoir pourquoi il y a des pays dans lesquels il n'y a pas eu de deuxième épidémie. Est-ce que c'est les pays qui n'ont pas du tout utilisé les médicaments de Gilead? Est-ce que ce sont les pays... Par exemple, vous avez des exemples de ces pays qui n'ont pas eu de rebond? Jusqu'à un passé récent, en Chine, il n'y avait pas eu de rebond. Là, il semble qu'il y ait un rebond. Alors, je ne sais pas si c'est une coïncidence, c'est un rebond qui est proche des élevages de visons. Les Chinois sont aussi des gens qui élèvent beaucoup le vison, mais dans la partie nord. Hein. Mais ceux qui ont eu beaucoup de cas, c'est les Hollandais aussi. Les Hollandais sont ceux qui avaient des élevages de visons aussi extrêmement importants. Donc, il y a... Puis derrière, il y a peut-être encore d'autres foyers, si vous voulez, qu'on connaît mal. Nous, on sait que les singes, il est possible que le petit variant africain qu'on a eu soit dû à des colonies de singes, c'est les colonies de babouins et de singes verts qui sont très très importantes. Dans le cas, il est possible que la transmissibilité soit très importante et qu'elle ne rende pas les singes très malades comme elle ne rend pas les humains très malades et que donc ça ne se soit pas vu. Voyez. Et donc, il reste beaucoup de mystères. C'est la raison pour laquelle, vous avez vu jusqu'à quel point j'étais hostile à la modélisation, à la prédiction. C'est-à-dire quand on sait aussi peu de choses sur une maladie. Déjà, quand on les connaît, comme la grippe, on n'arrive à rien prédire du tout, ni quand ça commence, ni que ça va tuer, ni quand... Mais quand vous ne connaissez pas du tout une maladie, c'est comme bon, il faut être... Vous ne pouvez pas me dire on va s'en sortir à telle date. Ça paraît tout à fait de la science-fiction encore. Non. Tout à fait. Ouais. Non, ce qui ressemblait à quelque chose de compréhensible, si vous voulez, c'est la première épidémie qui avait une forme en cloche qu'on connaît bien. Parce que, si vous voulez, sur 17 ou 18 infections virales respiratoires dont on souffre couramment, il y en a 90% qui ont cette forme en cloche. Vous voulez. Donc, quand vous avez vu la première partie de la cloche, vous pouvez déduire la deuxième partie de la cloche sans trop vous tromper. Mais il y a d'autres infections respiratoires qui ne sont pas comme ça, en particulier les rhinovirus, ce sont des virus ARN aussi, où il y en a un peu toute l'année, il y a des poussées d'une année sur l'autre, il y en a plus, il y a beaucoup de variants aussi chez les virus ARN, chez les rhinovirus, et donc... Pour l'instant, ça ressemble un peu à ça. On parle d'ARN, évidemment, on va parler vaccins, parce que c'est la question du moment. Les laboratoires et les politiques, les gouvernements sont soumis à une énorme pression pour la fabrication de ces vaccins anti-Covid. Quel bilan vous en tirez, vous ? On n'a pas beaucoup de recul, on a quelques mois de recul dans le monde entier. Est-ce que, encore une fois, les vaccins ARN, que tout le monde n'avait pas vu venir, sont la révolution, la solution miracle à cette épidémie ou pas ? Je ne sais pas, comme vous avez vu, je ne crois pas beaucoup aux prophètes et pas beaucoup aux miracles non plus. Donc, je suis sur un mauvais esprit, si vous voulez. Mais vous les étudiez, ces vaccins, quand même, vous savez de quoi Pour l'instant, nous, on fait ce que... encore une fois, je dis souvent, moi, comme médecin, j'ai ma manière de travailler. Comme chercheur, j'ai mes opinions basées sur les faits que je génère la plupart du temps. Et comme fonctionnaire, je fais ce qu'on me dit. On me demande de vacciner, je vaccine. Et puis, c'est mon rôle. Après, je pense que dans chaque situation, je l'ai écrit d'ailleurs, j'ai même fait un livre là-dessus, pour chaque vaccin, il faut analyser quel est le risque et quel bénéfice dans une situation donnée. Moi, je trouve que chez les gens qui sont très à risque, en l'occurrence les gens de plus de 75 ans, de faire une forme grave s'ils la attrapent, et très exposés, si vous voulez, j'estime que, compte tenu de l'état de nos connaissances, le bénéfice est plus grand que le risque. Okay. Le risque étant toujours prêt à prévoir et le bénéfice étant toujours putatif. Parce qu'il dépend de l'environnement, des virus qui circulent, etc. Mais je trouve que parmi les armes, j'ai horreur d'être tout ou rien, vous voyez, parmi les armes qu'on peut utiliser, si ça peut diminuer un certain nombre de cas, tant mieux. Voilà. Et donc, c'est bien possible, il y a quelques études qui ont été faites. Alors, dans l'état d'angoisse et d'excitation dans lequel on est, je pense que les études qui ont été faites ont été trop rapides. C'est mon avis. On a transgressé les règles que nous étions données, mais tout le monde avait tellement peur, tellement terrifié et tellement désarmé, c'est-à-dire n'utilisant plus les armes habituelles, qu'il fallait une baguette magique. Et donc, la baguette magique, c'est le vaccin. Donc on verra bien, il y aura une analyse à faire. Regardez, moi j'avais pas d'opinion sur les mesures sociales. Maintenant j'ai une opinion sur les mesures sociales parce qu'après un an, on peut faire des études comparatives
et dire, bon, écoutez, quand même, c'est pas un miracle, on n'a pas de pays dans lequel on ait montré que ça marchait mieux et qu'on arrivait à avoir des solutions miracles en empêchant les gens de vivre. Hein. Donc ça, c'est pas vrai. Voilà. Le confinement n'a pas, pour vous, de valeur importante à l'heure actuelle. Non, ni pour moi, ni pour l'observation. C'est-à-dire, si vous regardez l'observation, alors je sais que tout le monde peut manipuler les chiffres, j'ai même fait une démonstration de cartes en ligne pour montrer comment on pouvait prouver tout ce qu'on voulait. Après, les données, si vous regardez les mesures de confinement par rapport aux poussées épidémiques de ce qui s'est passé en France, elles sont décorrélées. Donc il n'y a pas de corrélation. Vous ne voyez pas d'efficacité sur la mortalité, même si on reporte de 3 semaines la mortalité par rapport aux mesures, ce qui est à peu près légitime. Et vous ne voyez pas dans le monde de différence significative entre ceux qui ont pris des mesures extrêmement contraignantes dans les pays qui sont dans le même écosystème que nous, hein, et ceux qui ne les ont pas prises. Je vais vous donner un exemple, parce que vous savez que j'ai des liens avec le Sénégal qui ne sont pas du tout neutres. Au Sénégal, on les aide à organiser. Il y a une énorme réunion, un pèlerinage extrêmement important qui s'appelle le Grand Magal. Il y a plus de gens que de gens qui vont à la Mecque. Il y a 4 millions de personnes qui font ça. C'est une petite ville tout bas. Et donc cette année, on fait aussi. Donc on les a aidés à prendre des mesures de précaution, rester à distance, pas rester trop longtemps devant les cases, passer les mains à l'alcool, porter un masque. Il n'y a pas eu d'épidémie, il n'y a pas eu de cas secondaires. 4 millions de personnes réunies sur le même endroit. Donc si vous voulez, les gens qui ont des notions simples, sujet, verbe, complément, tout ça, c'est des jeux vidéo. C'est pas vrai. C'est pas comme ça. Ce qu'il y a, et on le sait maintenant, on contracte la maladie à la maison. Donc si on laisse rentrer le loup dans la bergerie, à la fin, le loup a mangé tout le monde. Donc la vraie question, c'est de trouver comment est-ce qu'on détecte les gens positifs et on leur dit de ne pas aller retrouver des gens négatifs. C'est comment on fait ça. Et on va y arriver parce que le vrai point que l'on a eu dans cette épidémie, c'est que le triomphe, ça ne sera pas du triomphe moléculaire, c'est mon point de vue. On ne va pas inventer des nouveaux médicaments miracles, mais on va... J'ai vu que vous étiez équipés. Ce qu'on va surdévelopper, c'est les outils. C'est ça. Les outils de surveillance à distance. J'ai une montre voilà, comme vous. Qui mesure le taux de saturation dans le sang, taux de saturation, qui fait les électrocardiogrammes, etc. Voilà. Qui mesure la tension, ça c'est très très important. Vous voyez, le coût actuel des techniques de détection et le temps des techniques, nous on est en train de tester une PCR qui donne un résultat en 4 minutes. Là aussi, il faut que l'État s'en mêle pour définir quels sont les seuils, parce qu'il y a 40% de faux positifs qui sont rendus dans ce pays, donc toutes les statistiques sont fausses. 40% de faux positifs sur la PCR, nous on estime ça à 40%, et sur les savonnettes, 30% de faux négatifs. Les savonnettes, c'est et les tests antigéniques là, avec la salive. Donc si vous voulez faire des statistiques avec un qui a 30% qui manque et l'autre 40%, vous pouvez toujours dire il en manque 30% et l'autre en fait 40% de trop, si on les mélange, ça devrait faire... Bon, enfin, c'est de la science très approximative. Après, vous donnez ça à quelques modélistes qui font des modèles mathématiques sur des bases qui sont entièrement fausses. Donc c'est pour ça qu'on ne comprend rien du tout. Donc c'est très... Tant que l'État n'aura pas fait une étape de validation réelle, de définition des taux, nous, régulièrement, quand les gens n'y croient pas parce qu'ils sont censés être porteurs depuis un mois du virus, ils nous envoient, on leur dit qu'ils sont négatifs. Donc il y a un problème là de rôle de l'État aussi. L'État doit se mêler de la qualité des résultats. Donc il y a une vraie question. Mais toujours est-il qu'il existe maintenant des machines qui vous rendent le résultat en 4 minutes, tout compris du prélèvement au résultat, et que donc ça devrait changer éventuellement nos comportements sociaux en disant écoutez, toi tu rentres pas dans ce truc-là parce que tu es positif et puis tu vas pas infecter tous les autres qui sont pas. Est-ce que la solution c'est les autotests Renaud Muselier, le président de la région Sud, demande des tests salivaires. Il dit qu'il en a commandé 200 000. Est-ce que ça c'est la solution, que chacun puisse se tester chez soi, quitte à ce que ce soit pas très fiable, mais au moins, bon, s'il y a un doute, on reste à la maison? Les tests salivaires, ce que j'appelle les savonnettes, là, ne détectent que les gens qui ont énormément de virus. D'accord ? Donc, au moins, ils enlèvent les plus contagieux. C'est déjà ça, c'est mieux que rien, si vous voulez. Donc, c'est une des solutions, c'est de dire, écoutez, on va enlever les plus contagieux. Voilà. Après, ça, c'est pour les asymptomatiques. Si vous enlevez les plus contagieux chez les asymptomatiques, déjà, au moins, vous aurez fait quelque chose, si vous voulez. Mais, encore une fois, c'est pas absolu. On n'est pas dans l'absolu. Après, de faire des statistiques sur des autotests faits à la maison, ça va être un peu compliqué quand même. Hein. Mais c'est une partie de la solution quand même. C'est une partie, si vous voulez. Encore une fois, je pense que tout ça devrait bien
on manque. Je trouve que l'État devrait s'occuper des sujets dont il a la responsabilité. La qualité, c'est la responsabilité de l'État. La prescription individuelle des médecins, c'est pas la responsabilité de l'État, c'est la responsabilité des médecins. Et donc nous sommes en désaccord sur ce point. Nous l'étions, et je le suis toujours. Ça permettrait d'ouvrir certaines salles de culture, éventuellement certains restaurants, le fait de multiplier les tests comme ça, oui, de reprendre une vie normale, parce qu'en vérité, on ne vit pas avec le virus. Tout à fait, ouais, tout à fait. C'est une des solutions qui sont à notre disposition. C'est des solutions. Et puis, parce que ça, la technologie, faut pas se leurrer d'ailleurs, hein, beaucoup sur la poussée de l'Extrême-Orient. Hein. La technologie est en train d'évoluer à une vitesse phénoménale et que donc bientôt on pourra faire des tests PCR ou des tests sans PCR avec d'autres technologies, c'est un peu long à expliquer, mais qui auront une fiabilité suffisante et un coût suffisamment bas pour que on puisse détecter les gens. J'aimerais revenir au vaccin parce que c'est vraiment la question du moment. Est-ce qu'il y a il n'y a pas d'effets secondaires très très notables pour l'instant sur les vaccins ARN? Est-ce qu'il faut encore une fois multiplier la vaccination, accélérer la vaccination? On s'est beaucoup plaint de la lenteur de la vaccination dans notre pays parce qu'on a démarré par les EHPAD et les personnes dont il fallait le consentement. Est-ce qu'encore une fois, cette accélération de la vaccination, c'est aussi une des clés de la maîtrise de l'épidémie? Je ne peux pas vous dire. J'attends avec beaucoup d'intérêt l'analyse de ce qui s'est passé en Israël. Et je ne le sais pas. Voilà. Les informations qu'on a sont soit... les informations politiques sont souvent orientées, celles des journalistes souvent dramatisantes. Et donc, il faut que tout ça se sédimente pour qu'on sache vraiment. Pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'il y ait des modifications de la cinétique de la courbe de l'épidémie en Israël. C'est peut-être un peu tôt. On va voir. Dans un mois de ça, on saura si ça sert à quelque chose, le premier point. Mais deuxièmement, s'il y a des effets secondaires qui n'étaient pas visibles à l'échelle auquel ils ont été testés. Il faut voir que le nombre de tests qui a été fait est extrêmement faible, l'évaluation a été extrêmement rapide, et que donc on sait très peu de choses sur ce vaccin. Donc il y a un pays qui a décidé de devenir le pays expérimenteur de ce groupe de vaccins. Très bien. AstraZeneca, c'est plus compliqué parce il semble vraiment qu'on ait des évidences, mais il y en a aussi au moins indirectes biologiques pour le vaccin ARN, qu'il y a un certain nombre de variants qui échappent à la protection donnée par les virus. Et donc, la généralisation de la vaccination, bien sûr, mettra une pression de sélection en faveur de ceux qui résistent, qui risquent de se développer à la place de ceux qui résistent pas. Donc tout ça est multifactoriel, c'est très tôt, et que donc on peut pas, une fois plus que d'habitude, prédire l'avenir. On peut examiner ce que on devrait faire très précisément, les données qui sont disponibles actuellement, en particulier pour arrêter cette terreur dans ce pays. Si vous voyez ces courbes, vous ne pouvez pas être terrifié. Enfin, c'est pas possible. Donc il faut revenir au calme. Il faut que chacun fasse son métier. Il faut arrêter d'avoir des communiqués de guerre tous les jours en disant regardez, on va tous mourir. Parce que c'est pas sain, parce qu'effectivement, à la fin, on va falloir avoir une surmortalité par les pathologies psychiatriques ou psychosomatiques, parce qu'on ne peut pas terrifier les gens pendant un an entier pour avoir une mortalité de cette nature. Enfin, c'est pas sérieux. Il faut s'arrêter, il faut se calmer, et ensuite, il faut utiliser les moyens avec calme, tout ce qui peut nous servir et qui fait moins de mal que de bien. Tout ce qui n'est pas dangereux et qui peut aider, mon Dieu, il faut le mettre en avant. Puis, pour les maladies contagieuses, il faut faire comme on fait pour les maladies contagieuses. Il faut essayer de détecter les patients contagieux. Enfin, et les isoler. Les isoler, bien sûr, les isoler de la famille. Il ne faut pas qu'ils dorment dans le même lit que leur mari ou leur femme ou leur concubin. Il ne faut pas le faire, parce qu'on sait que ça marche à tous les coups. Enfin. Et le président Macron a fait ça il y a quelques jours, en refusant un troisième confinement, en ne cédant pas à son conseil scientifique et à tous les médecins qui réclamaient très clairement le troisième confinement. Oui, mais il a raison. Hein. En tout cas, il y a eu un travail très bien fait par un type qui s'appelle Ioannidis. D'ailleurs, on va le faire intervenir là, mardi ou mercredi, sur notre chaîne depuis Stanford, qui est le meilleur au monde. Hein. Il y a même un H-factor qui est supérieur au mien, ce qui est très vexant. Donc il est très très bon, très bon. Et il vient de faire une analyse qu'on peut faire seulement maintenant, une analyse comparative des résultats des politiques
de contrôle social sur l'épidémie. Et il dit, écoutez, ce qui est sûr, c'est que ça ne marche pas. 2, c'est possible que ça aggrave la situation en confinant des gens non contagieux avec des gens contagieux. En réalité, on augmente le nombre de gens positifs. Donc, si vous voulez, personne ne peut dire, écoutez, pour l'instant, les gens qui prédisaient ça sur des fantasmes qui leur étaient propres, parce qu'il n'y avait pas de science derrière, que de la prédiction. Ensuite, politiquement, les gens pouvaient penser, peut-être que c'est vrai, peut-être que dans la situation dramatique dans laquelle on s'était mis en mars-avril, le fait de confiner les gens, ça va peut-être calmer les gens et éviter les émeutes, c'est possible, ou le fait que les supermarchés soient dévalisés de peur, parce que la panique, c'est le pire de tout. Maintenant, je pense qu'on n'est plus là. On risque beaucoup plus de crises maintenant en empêchant les gens de vivre qu'en les laissant vivre, en prenant les précautions les plus rationnelles. J'ai encore une question sur le vaccin. Est-ce qu'on n'a pas encore de données très précises sur le fait qu'une fois qu'on est vacciné, on transmette ou pas le virus? Et ça, c'est évidemment une des clés de la maîtrise de l'épidémie. Si le vaccin fonctionne et bloque la transmission du virus, là, on aura fait un pas. Mais on a les données ou pas encore? Non. Trop tôt? Oui, ça n'a pas fait vraiment partie si vous voulez, les vaccins, normalement, si vous voulez, pour pouvoir évaluer un vaccin, il faut vacciner des millions de personnes, puis regarder, faire des prélèvements par millions, des diagnostics par millions. Là, dans la situation avec la poussée des gens qui voulaient faire des vaccins, la tension extraordinaire, en plus boostée par les élections aux États-Unis, où il fallait que le vaccin soit prêt avant les élections, on a carbonisé les étapes. Donc en carbonisant les étapes, on joue à la roulette. Si on a de la chance, on a de la chance. Si on n'a pas de chance, on n'a pas de chance. On le verra. Hein. Mais si vous voulez, si ces étapes ont été mises en place pour les autres situations, c'est parce qu'elles sont raisonnables. Et même quand on met toutes les étapes raisonnables en place, si vous voulez, le vrai problème, c'est qu'il y a toujours des phénomènes inattendus. Hein. Plus on prend de temps, plus les phénomènes inattendus défavorables sont rares. Mais là, on n'a pas le temps. Oui, mais là, on n'a pas le temps. Le vrai regret chez nous en France, c'est de ne pas avoir eu de vaccin, que la France soit l'un des pays qui n'ait pas réussi à mettre au point de vaccin. Est-ce que vous comprenez le patron de Sanofi qui, hier, dans un grand journal, disait « J'assume j'assume notre stratégie, nous sommes en phase 2 pour notre deuxième vaccin, il faut laisser du temps au temps. Voilà, nous, Sanofi, on mettra au point ce vaccin, mais un peu plus tard. » C'est un regret pour vous qu'on n'ait pas eu de vaccin français? Non, non, je m'en fiche. Non, je ne suis pas nationaliste pour les vaccins, je m'en fous un peu. Moi, ce qui est un regret pour moi, c'est qu'on n'ait pas pris le vaccin chinois, ça, oui, parce que lui est intelligent. Pourquoi? Ah, c'est un vaccin comme moi je les connais pour la grippe. Hein. Donc on prend des virus, on peut faire une soupe de virus, y compris s'il y a un nouveau variant, ben pour le prochain vaccin, on inclura le variant. Il y a tout on inactive le virus, il y a tout le virus à la fois. Donc, en réalité, l'immunité ne se fait pas juste contre une protéine, elle se fait contre tous les virus, contre toutes les protéines, même si la protéine qui a été choisie pour faire les vaccins moléculaires est une protéine qui est très importante. Le fait de se focaliser que sur cette protéine a beaucoup plus de chances de voir des variants échapper, puisque vous avez juste une protéine, que si vous avez toutes les protéines, ça a du sens. Voilà. Et donc je pense que ce type de vaccin qui est beaucoup plus traditionnel, paradoxalement. Mais moins efficace, a priori, dans les chiffres, par rapport au vaccin ARN. On est à 50%, d'après les données qu'on a. Non, mais si vous regardez dans le détail les données sur lesquelles ont été validés ces vaccins... Vous parlez des ARN? Oui. Si vous regardez sur quoi a été calculé le pourcentage, vous restez un peu frustré. Bon. Donc vous faites plus confiance au vaccin chinois qu'au vaccin ARN? Il est beaucoup plus raisonnable de mon point de vue. Il est plus raisonnable parce que c'est un vaccin que je comprends. Il permet de faire face à des variants d'une manière beaucoup plus logique, si vous voulez. Et donc, oui, si j'avais été en mesure de choisir, j'aurais probablement choisi celui-là. Voilà, alors on dit, il fait que lui, on a des résultats dessus au Pakistan, qui sont allés très vite.
Bon, il a un indice de protection qui est de l'ordre de 67%, c'est la grippe, hein, c'est la même chose que le vaccin contre la grippe. Mais de penser qu'on va avoir mieux que le vaccin contre la grippe, c'est un peu déraisonnable. Hein. Il n'y a pas que le vaccin, vous le disiez au début de l'entretien, il y a aussi les traitements. On a progressé dans la prise en charge des malades, oxygénothérapie, il y a aussi un certain nombre de médicaments qui sont à notre disposition. Ça aussi, ça fait partie, avec le dépistage et l'isolement, de la façon dont on pourra maîtriser l'épidémie. Ben déjà, ça va faire partie de la manière dont on va pouvoir sauver les gens. C'est déjà pas mal. Donc, si vous voulez... Parce que, globalement, si on ramène l'épidémie de Covid aux épidémies de rhinovirus que l'on a chaque année, on vivra avec comme on vit avec les rhinovirus. Il y a des gens il y a des sujets âgés qui meurent après une infection par rhinovirus. Peut-être que les gens ne savent pas, mais nous, on a fait des dizaines et des dizaines de milliers de tests, si vous voulez, sur les gens qui avaient des infections graves, qui sont en réanimation ou qui passent aux urgences. Et donc, dedans, on regarde ceux qui meurent avec l'imputation de la mortalité au virus, mais qui n'est pas différente de celle du Covid-19. Il y a des gens qui sont morts avec des rhinovirus après avoir fait des infections à rhinovirus. Donc, si vous voulez, il faut se mettre en tête que c'est vrai qu'on est d'une fragilité extrême. Après 75 ans, notre système immunitaire est très fatigué, comme le reste d'ailleurs. Hein. Tous nos artères sont fatiguées, nos réponses sont fatiguées, voilà, comme on est fatigué. Tout notre organisme est fatigué, et que donc les accidents de la route, entre guillemets médicaux, sont plus nombreux. Sont beaucoup plus et nombreux et dangereux. C'est-à-dire que pour faire basculer les choses, il ne faut pas grand-chose. Donc c'est une raison pour laquelle moi je plaide beaucoup pour une prise en charge très précoce, si vous voulez, pour éviter que les choses dérapent, parce que pour rattraper les choses qui ont dérapé chez quelqu'un qui a 85 ans ou chez quelqu'un qui en a 60, c'est pas la même chose. Voilà. Vous avez choqué beaucoup de médecins en disant, au début on disait aux gens restez chez vous, prenez du Doliprane et attendez d'être essoufflé pour appeler le SAMU. Les médecins disent mais attendez, nous on était là auprès de nos patients, on les a aidés. C'était pas eux que vous visiez quand vous disiez ça? Non, pas du tout. Parce que se sentiez vraiment très meurtris par ça. Non, mais faites pas trop de généralité sur les médecins. Il y en a qui disent ça, puis d'autres qui disent le contraire. Les médecins, c'est une population extrêmement hétérogène, comme toutes les populations humaines. C'est pas moi qui ai dit ça, c'est vraiment la Direction générale de la santé qui a dit ça. C'est des messages qui ont été dits, répétés. Il y a des médicaments qui ont été interdits dans ce pays, qui sont des médicaments dont tout le monde sait qu'ils sont anodins. Enfin, c'est quelque chose qui est tout à fait inouï et qui continue. Il y a une vraie stratégie d'interdiction de médicaments anciens dans des nouvelles indications dans ce pays, qui est quelque chose qui, à mon sens, devra faire l'objet d'un débat national une fois que tout le monde sera décrispé pour revenir sur Terre. Là, c'est des médicaments qui sont utilisés depuis 50 ans. 70 ans, on ne va pas découvrir qu'ils sont toxiques du jour au lendemain avec Vous pensez bien sûr à l'hydroxychloroquine, oui, mais dont vous maintenez qu'elle est efficace. Oui, mais globalement, si vous voulez, après, je sais qu'on n'est pas sensible aux mêmes informations. Moi, je regarde, il y a un site très bien qui s'appelle COV19. Vous pouvez regarder, il y a un type, parce que ici c'est révélé des vocations, qui regarde toutes les études du monde. Il en est à 200. Il faut regarder ses conclusions, elles sont transparentes. Après, moi qu'ici on répète ça tous les jours, je m'en fiche un peu. Hein. Donc, si vous voulez, il y a eu une vraie scission qui s'est faite au départ pour les gens qui voulaient des nouvelles molécules pour traiter des nouvelles maladies. Et cette scission, ce trou ne s'est jamais comblé. Les gens n'ont jamais voulu revenir en arrière. Tous ces essais ont été arrêtés en France prématurément, sans raison. D'accord ? Donc il y a eu des vrais choix qui ont été faits de ne pas l'évaluer correctement jusqu'au bout. Est-ce que la France a une fois mis en place un essai avec hydroxychloroquine, azithromycine? Nous, on a fait ça dans les EHPAD, on diminuait par 2 la mortalité. Est-ce que la France a dit, non, plutôt que de dire non, ça marche pas, comme il n'y a pas de mutants, est-ce qu'on dit, écoutez, c'est très facile à voir. Nous, ils nous ont refusé 3 essais, les CBP et l'ANSM nous ont refusé 3 essais qu'on leur proposait depuis pour revérifier cette donnée-là. Donc, il y a des gens qui ne veulent même pas que l'on les teste officiellement pour les montrer dans ce pays. Donc, c'est pas que les choses sont établies. C'est que si on établit une chose comme ça et que les gens ont pris des positions de cette nature en refusant de les tester, c'est que on a refusé de donner une certaine chance à un certain nombre de gens, et ça aura des conséquences bien sûr dramatiques. Donc, et ça, on le saura à l'échelle du temps.
Oui, parce que la justice, elle est plutôt de mon côté que du côté du vôtre ou du politique. Je n'ai pas de côté. Non, mais dans votre métier, vous avez un côté d'une actualité chasse l'autre. Et les juges, ils sont longs, ils sont teigneux. Le temps de la justice n'est pas le temps médiatique. Mais le temps de la recherche non plus. Le temps de la recherche, pour accumuler des données, vous voyez, pour évaluer vraiment les politiques, il ne s'agit pas de dire, écoutez, nous on a raison, nous on n'a pas raison. Là maintenant, on a un an. Et mon bureau est plein de chiffres. Alors il y a tous les miens que j'ai accumulés, mais tous les autres que j'ai accumulés. Donc tout ce que je dis, c'est pour ça que j'ai publié ça. C'est parce que c'est un verbatim, ça veut dire mot à mot. Oui, c'est ça. Ce que j'ai dit, c'est mot à mot. Tout ce que j'ai dit. Tout le monde peut vérifier que j'ai dit ça et que je n'ai dit que ça. Et en assumant d'ailleurs un certain nombre de prises de position. Quand vous disiez l'épidémie va s'arrêter, vous l'écrivez et vous expliquez pourquoi. Voilà. Et l'appel au calme aussi, ça fait des mois que vous dites qu'il ne faut pas gérer ça avec la peur. Et les vaccins aussi, pareil. J'ai 2 questions sur l'origine du virus. On a des experts de l'OMS qui sont partis à Wuhan en Chine, un an après. Est-ce qu'on pourra un jour déceler l'origine de ce coronavirus, selon vous ou pas? Non, mais si vous voulez... Est-ce que ça a une importance? Une question à la fois. Je ne suis pas assez malin pour répondre à 3 choses à la fois. Une question à la fois. L'origine du virus. Le virus, ça n'existe pas. Voilà. Le virus, depuis le début, c'est très compliqué, c'est pas un objet, un virus. Pas du tout. C'est un truc vivant. Ça irrite beaucoup de gens. Il y a une différence. Ils font de la sémantique sur le virus. C'est un truc qui change sans arrêt, qui s'adapte aux conditions dans lesquelles il vit. Et donc, il y a des centaines de coronavirus. Des centaines. Et ces virus, qu'est-ce qu'ils font? 1, ils mutent. 2, ils se recombinent. C'est-à-dire que de temps en temps, chez un animal, chez l'homme, par exemple, nous, on a des exemples de 2 infections à coronavirus. Celui-là, plus un des coronavirus endémiques. De temps en temps, ça se recombine. D'accord? Donc il prend un bout, c'est le truc des mutations de la grippe, c'est qu'il prend un bout chez l'un, il prend un bout chez l'autre. Voilà. Simplement, pour les gens qui sont ignorants de ce domaine-là, les coronavirus constituent, et celui-là en particulier, constitue une espèce, un objet stable. Et donc cet objet stable, il apparaît sorti de nulle part. Mais en réalité, ça n'est jamais lui-même qu'un variant de centaines de variantes qu'on trouve chez tous les animaux, qu'on trouve partout, d'accord, et qui, voilà, de temps en temps, ce truc-là, dans certaines circonstances, dans certains écosystèmes, va devenir une maladie humaine qui va durer plus ou moins longtemps. Et si on le bidouille trop, le virus, eh bien, hop, il s'adapte à de nouvelles situations et donc il rebondit sous une forme différente. Donc, une grande partie des erreurs qui ont été faites, y compris, de mon point de vue, y compris jusqu'à la stratégie vaccinale de choisir juste une protéine, c'est de constituer que ce virus est unique et qu'il ne change pas. Et c'est pas vrai. Il change sans arrêt. Et si vous avez une toute petite cible, ça lui devient très facile de changer un morceau de cette cible pour vous échapper. Voilà. Donc ça n'a pas d'importance de savoir l'origine, en fait. Il faut juste savoir le contrôler. Non, mais moi, je manque de malice de ce point de vue-là, parce que j'ai été, comme vous savez peut-être, il y a un peu plus de 20 ans dans l'histoire du bioterrorisme, dans lequel on nous avait raconté que ces trucs, bientôt c'était Saddam Hussein qui manipulait tout ça, c'était juste une connerie de l'armée américaine qui a dissimulé ça et qui a fini par faire croire que c'est Saddam Hussein qui avait lancé du charbon sur les États-Unis, ce qui était un énorme fantasme. Donc j'ai tendance à croire que tout ça c'est des fantaisies. Maintenant, vous voyez, puis la capacité de prédiction de savoir si un virus va être contagieux ou pas contagieux et létal ou pas létal en le manipulant, pour l'instant, elle est proche de 0. Hein. Bon. Dans ce livre Carnet de guerre Covid-19, vous dites « Je ne regrette rien de ce que j'ai dit et rien de ce que j'ai fait ». Vous êtes toujours droit dans vos bottes, professeur Raoult? Oui, parce que si vous voulez, honnêtement, rien de ce que j'ai dit, rien de ce que je fais ne justifierait que des intérêts que j'en tirerais ne justifieraient que je n'ai pas l'estime de moi-même. Donc c'est quand même ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'estime de moi-même. Surtout, écoutez, honnêtement, à mon âge, jusque-là, j'ai eu à peu près tout ce que je pouvais avoir. Je ne vois pas pourquoi je me déshonorais en racontant des bêtises. Pourquoi? Pour faire sur le plateau TV. Vous savez bien que je les refuse tous, sur le plateau TV. Donc, les interviews, j'en refuse 99,9%. Donc, si vous voulez, je ne cherche pas
avoir une gloire supplémentaire, je m'en fiche un peu. Donc ce que je le fais à mon âme et conscience, et donc je m'en voudrais d'être malhonnête ou d'avoir dissimulé des données, ça oui, je m'en voudrais beaucoup, parce que j'aurais des raisons de m'en vouloir. Après, moi j'ai jamais prétendu être un devin, et je le prétendrai jamais, je pense, et ça fait 25 ans que j'écris ça, je ne vais pas changer maintenant, et ce que j'écris d'ailleurs, mon arrogance à moi, c'est de vouloir relire ce que j'ai écrit. C'est pour ça que je l'écris d'ailleurs. Ah oui. 10 ans plus tard, et ne pas en avoir honte, le plus ancien, c'est mon Que sais-je, qui a 25 ans. Vous savez, j'ai honte d'aucun des mots de ce que j'ai écrit dedans. Et il y en a qui vous demandent de rendre des comptes, parce que vous êtes à la tête de l'IHU, un des grands pôles d'infectiologie de France. Il y a eu de l'argent qui a été investi. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je ne sais pas sur quoi. On a eu les taux de mortalité les plus bas du monde. On est les seuls à avoir fait dans ce pays des génomes. On a été premiers au monde à dire qu'il y avait des variants. On est honnêtement là, je pense qu'on a les plus grandes séries de gens qui rechutent, qui sont des choses qu'on écrit. On est les seuls à avoir eu une production scientifique raisonnable sur le domaine du Covid en termes de maladies infectieuses. Les deuxièmes, c'est les ORL qui ont travaillé merveilleusement, et puis les réanimateurs en troisième. Donc, vous voulez, l'argent qu'on doit donner, c'est pour faire de la recherche et pour faire avancer la connaissance. On a fait de la recherche, avancer la connaissance et soigner les malades. Donc, je ne comprends pas très bien. Tout ça, c'est des bêtises. Merci beaucoup, professeur Raoult, de nous avoir reçus ce matin pour CNews. Carnet de guerre Covid-19, c'est votre livre, chez Michel Lafon. Merci à Laure Parra, Ronan Le Cerf, qui ont rendu ce duplex possible depuis l'IHU de Marseille.